Bonjour à ceux qui viennent nous rejoindre. Alors, donc, je vais me présenter pour les participants qui viennent d'arriver. Donc, je m'appelle Hervé Linder, je suis avocat au barreau de New York. Je suis aux États-Unis depuis 15 ans. Donc, je suis associé d'un cabinet d'avocats qui représente essentiellement des PME européennes, françaises et allemandes, essentiellement aux États-Unis, dans tout leur processus d'implantation. Aussi bien au niveau droit des affaires, dont je viens de parler, qu'au niveau personnel, droit d'immigration pour les salariés qui viennent s'implanter ou qui sont transférés aux États-Unis. Alors, on va parler des visas de travail aux États-Unis. C'est un vaste débat. Vous avez tout un alphabet de visas disponibles. C'est souvent un petit peu confus. Alors, est-ce que il y a déjà des gens dans cette salle qui ont eu des visas de travail aux États-Unis? Personne n'a jamais eu de visa de travail. D'accord. Alors, bon, ça va être plus simple. Donc, le principe du droit d'immigration aux États-Unis, vous avez des visas temporaires et des visas permanents. C'est très important de le comprendre. Dans 90% des cas, vous allez avoir un visa temporaire. Les visas permanents sont les visas qui aboutissent à une carte verte, qui est la carte de résident permanent. Il y a trois façons d'obtenir cette carte verte. La voie familiale. Si vous avez un conjoint qui est américain, ou si vous êtes de la famille américaine, soit des parents, des frères ou des sœurs, il y a à chaque fois des quotas dans chaque catégorie. La seule catégorie où il n'y a pas de quota, donc il n'y a pas d'attente, si vous êtes conjoint d'un citoyen américain ou si vous êtes enfant d'un citoyen américain. La deuxième voie, c'est être sponsorisé ou être parrainé par un employeur qui fait une demande de carte verte en votre nom pour pouvoir travailler dans sa société. On y reviendra. Et la troisième voie, c'est la loterie, que vous connaissez tous, qui a lieu une fois par an, où 50 000 cartes vertes sont tirées au sort par région géographique. En tant que Français, je crois que le taux de réussite, en tout cas la chance, est à peu près entre 5 et 7%. C'est pas complètement négligeable non plus. Donc les visas de travail temporaire, qui sont la principale source d'immigration temporaire aux États-Unis, immigration de travail. Quand vous allez venir aux États-Unis, soit pour un employeur français qui va vous transférer dans sa filiale, soit pour un employeur américain, vous allez demander, ou l'employeur demandera pour vous, puisque c'est toujours l'employeur qui fait la démarche, un visa de travail temporaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le visa ne vous appartient pas, il appartient à l'employeur. Donc l'employeur fait toutes les démarches, ce qui veut dire que si vous changez d'employeur, le visa n'est plus valable. Il faut refaire toutes les démarches ou transférer le visa d'un employeur A à un employeur B. Donc c'est pas que vous n'avez pas une carte de séjour qui vous appartient, mais elle appartient à l'employeur. Très important de comprendre ce principe. Je vais parler essentiellement de 3 visas de travail. Et juste avant, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire avant d'obtenir un visa de travail. Si vous êtes pour 37 pays au monde, vous n'avez pas besoin d'obtenir dans la France un visa pour rentrer aux États-Unis. La France fait partie du programme de dispense de visa, qui suppose au préalable de remplir en ligne un formulaire qui s'appelle ESTA pour pouvoir venir aux États-Unis. Ça, c'est l'exception. La règle, tous les pays ont besoin d'un visa pour venir aux États-Unis pour des raisons touristes ou affaires. Et le principe du programme de dispense de visa couvre uniquement les visites touristes ou affaires, limitées à 90 jours. La première chose avec ce programme de dispense de visa, c'est que vous renoncez également à votre droit de changer de statut sur place ou de prolonger votre séjour sur place. Donc, la seule chose que vous pouvez faire au bout de 90 jours, c'est repartir. Vous ne repartez pas, vous êtes en violation du droit de l'immigration et vous ne pouvez plus utiliser le programme de dispense de visa. Très vite. Vous aurez besoin d'un visa. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher du travail, ça? Vous n'avez absolument pas le droit de chercher du travail. Si vous arrivez à l'immigration et que vous dites « je viens vous chercher du travail », on va vous remettre dans l'avion, on va vous rayer du programme de dispense de visa, et vous aurez besoin d'un visa à chaque fois que vous venez aux États-Unis. Si par chance on en trouve un, alors si par chance, voilà, vous êtes obligé de ressortir du pays pour éviter, pour demander un visa de travail. N'oubliez pas que c'est pas vous qui le demandez, c'est l'entreprise. Donc, il y a plusieurs façons d'éviter ça. La première façon, c'est évidemment de faire toutes les démarches en aval, mais il y a très peu d'employeurs qui vont vous
sponsorisé par un visa de travail sans que vous soyez venu aux États-Unis pour chercher du travail. En pratique, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez demander un visa touriste d'affaires, qui est le visa de droit commun que tous les citoyens qui ne font pas partie, comme la France, du programme de licence visa demandent. Ça s'appelle le visa B1, B2, qui est un visa qui est valable jusqu'à 6 mois de séjour. Et aussi, il y a une différence importante entre la validité du visa, qui est le tampon qu'on vous met dans la vignette, qu'on vous met dans le passeport, et la validité du séjour quand vous entrez aux États-Unis. Parce que vous avez un visa qui est valable 10 ans, que vous allez pouvoir rester 10 ans de suite aux États-Unis. Vous avez le visa qui est valable 10 ans, que vous pouvez utiliser pendant 10 ans, 5 ans, 2 ans, selon le cas. Et ensuite, la carte de séjour qui va vous être délivrée à l'entrée sur le territoire, qui a une date d'expiration. Bon, pour les visas de touristes d'affaires, c'est en général 6 mois. N'oubliez toujours pas que vous ne pouvez techniquement pas chercher de travail aux États-Unis, mais l'avantage avec ce visa, c'est que vous pouvez changer de statut aux États-Unis si vous trouvez un employeur qui va vous sponsoriser. À ce moment-là, vous allez passer du statut touriste ou affaires, voyageur d'affaires, à un statut de travailleur temporaire. Sans repasser par la France. Sans repasser par la France. Puisque une fois que vous êtes aux États-Unis, le visa ne sert plus à rien. Le visa sert à entrer sur le territoire. Aux États-Unis, vous avez une carte de séjour avec un tampon, votre nom, une date d'expiration et la catégorie dans laquelle vous êtes. Donc B1 pour affaires, B2 pour touristes, etc. Et ensuite, si vous changez de statut, la chose qui va changer, c'est votre carte. Vous allez recevoir une nouvelle carte avec votre statut qui correspondra au nouveau statut. Mais évidemment, pour cela, il faut que l'employeur fasse la demande pour. Absolument. Ça implique que l'employeur fasse la demande. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe? Vous allez aux États-Unis. En principe, n'oubliez pas, et ça je sais que tout le monde le fait, mais je suis clair là-dessus, vous n'avez pas le droit de chercher du travail aux États-Unis si vous venez en touriste ou en voyageur d'affaires. Il faut que ce soit très clair. Donc, bon, évidemment, beaucoup de gens le font parce que sinon, ça ne marche pas. Mais bon, la règle, c'est que vous n'avez pas le droit, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Il faut avoir plusieurs visas ou faire simultanément? Alors, vous pouvez avoir plusieurs visas dans votre passeport, mais vous pouvez, quand vous rentrez aux États-Unis, vous pouvez avoir qu'un seul statut. Vous ne pouvez pas être à la fois touriste, à la fois travailleur, etc. C'est l'un ou l'autre. Mais vous pouvez avoir plusieurs visas dans le passeport qui sont... Et allant aux États-Unis, l'officier d'immigration va vous demander vous rentrez sous quel statut. Donc, pour revenir au visa de travail temporaire, vous avez 3 principaux types de visas. Vous avez les visas qu'on appelle L1, qui sont les visas de transfert entre sociétés affiliées, soit mère-fille, soit société-sœur, soit fille-mère. Ce sont des visas qui sont utilisés, souvent c'est la façon d'entrer aux États-Unis, pour transférer les employés au sein d'un groupe de sociétés. Donc pour être éligible, le bénéficiaire doit avoir travaillé au moins 1 an dans les 3 dernières années qui précèdent la demande pour la société au sein du même groupe. Donc typiquement, travailler pour la maison mère en France, il faut avoir au moins d'ancienneté avant qu'on puisse vous envoyer aux États-Unis dans la filiale ou entre sociétés sœurs. Si on quitte la société et qu'on redemande un transfert, c'est possible. Si vous quittez la société, ben alors, il faut que vous respectiez le fait que vous ayez été salarié pendant au moins 1 an dans une société mère, fille ou sœur, 1 an dans les 3 dernières années. Donc ça peut pas, c'est pas obligatoirement juste avant de demander le visa. Vous pouvez avoir travaillé pendant 1 an, faire autre chose pendant 1 an et demander le visa après. Ça marche pas quand même. Bon, ce visa L1, il y a 2 sous-catégories. Le L1A qui est le visa pour les managers, donc les employés qui ont une fonction exécutive ou managériale, qui va superviser, donc typiquement un directeur de filiale, etc., un directeur de poste. Et les visas L1B, qui sont des visas pour employés spécialisés, au sens où vous devez avoir une connaissance spécialisée du produit ou du service que vous allez vendre, ce qui est souvent le cas pour des produits techniques ou d'autres technologies. Si vous avez travaillé dans la société, vous êtes les seuls à connaître comment ce produit fonctionne, pouvoir le vendre aux États-Unis, ou également pour effectuer des travaux de maintenance sur des machines industrielles. Le visa L1A est valable jusqu'à 7 ans et il est renouvelable par tranche de 2 ans. 3 ans la première année, 2, 2 et 2. Ça c'est pour le L1A. Pour le L1B, c'est 5 ans. 3 et 2. Une fois que ces 7 ou 5 ans sont terminés, vous devez quitter les États-Unis pendant au moins 1 an pour, entre guillemets, remettre le compteur à 0. Bon. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'entre pendant cette période, soit les gens vont demander une carte verte,
Et à ce moment-là, une fois qu'ils l'obtiennent, ils peuvent rester. Et ils peuvent rester pendant le processus d'obtention. Le deuxième visa qui est intéressant, c'est le visa H1B. Le visa H1B est un visa qui n'a rien à voir avec un transfert intergroupe. Excusez-moi. Oui. Dans le cadre, à la suite d'un visa L1A, donc 7 ans ou L1B 5 ans, on a toujours la possibilité de venir aux États-Unis sous couvert d'un visa touristique 90 Ah oui, bien sûr. jours. Bien sûr. Non, non, vous pouvez venir en tourisme. Mais sachez que vous devez avoir passé un an en dehors des États-Unis sans visa de travail. D'accord. Vous pouvez revenir en vacances, évidemment. Le visa H1B, c'est le visa qui est le plus utilisé et le plus populaire parce que c'est un visa qui ne suppose pas de condition d'avoir travaillé dans la société au sein du même groupe, par exemple, ou d'avoir une nationalité particulière. C'est un visa qui est valable 6 ans consécutifs, renouvelable par tranche de 3 ans, et qui a la flexibilité de pouvoir être transféré facilement d'un employeur à un autre. Avec cette facilité de pouvoir commencer de travailler pour l'employeur B, dès que le dossier est envoyé à l'immigration, sans attendre forcément le résultat. Donc vous travaillez pour un employeur, votre employeur futur lance une procédure de transfert de visa H1B. Dès que le visa est reçu, la demande est reçue, vous pouvez démissionner et travailler. Ce que vous expliquez tout à l'heure, vous pouvez démissionner sans préavis du jour au lendemain. Le problème de ce visa, c'est qu'il est limité à 65 000 par an. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des quotas annuels qui sont ouverts à une période spécifique de chaque année. Ces visas, donc de 65 000 par an, sont disponibles à partir du 1er octobre de chaque année. Ce qui veut dire que vous devez commencer à faire la demande du visa. On peut la faire au plus tôt 6 mois avant. Donc les dossiers doivent être envoyés au 1er avril. C'est-à-dire que les dossiers pour cette année doivent partir le 29 mars pour être reçus à l'immigration le lundi 1er avril. C'est à partir de ce moment-là que le quota commence à être rempli. Pour vous donner une idée de la façon dont les quotas arrivent à échéance, en juin en 2012, donc ça a ouvert au 1er avril, le 15 juin c'était terminé. L'année d'avant c'était terminé mi-novembre, l'année d'avant encore en janvier de l'année suivante. En 2006 et 2007, notamment en 2006, au 1er avril, l'immigration a reçu 133 000 demandes. L'année suivante, 160 000 demandes, le premier jour. Donc il y a eu une loterie pour décider quels dossiers vont être traités, parce qu'il en fallait que 65 000 qui étaient disponibles. Donc cette année, ça vous donne une bonne idée de l'économie américaine, de la bonne santé de l'économie américaine. Cette année, il est probablement anticipé que les quotas seront atteints tout de suite, c'est-à-dire dès le 1er avril, dans les 5 premiers jours d'avril, ou très rapidement au cours du mois d'avril. C'est une tendance qui commence à se confirmer. Les conditions d'obtention de ce visa, vous devez obtenir un poste. Vous devez obtenir un poste qui correspond à au moins l'équivalent, enfin vous devez avoir au moins l'équivalent d'un diplôme de 4 ans, c'est-à-dire une maîtrise. 4 ans d'études supérieures. Et le poste doit réellement requérir ce diplôme de 4 ans d'études supérieures. Donc ce sont souvent des postes de cadre ou d'emploi spécialisés. Donc des postes, j'allais dire, qui ne requièrent pas 4 années d'études supérieures ne vont pas qualifier pour ce visa H1B. Donc c'est très important de comprendre que c'est le visa qui est le plus utilisé, par exemple, pour tout ce qui est ingénieur informaticien, ingénieur tout court, bon, toutes les professions un petit peu de haut niveau. Et à peu près 50% des visas H1B sont demandés par des sociétés type Microsoft, Hewlett-Packard, etc. Ce sont des visas qui sont extrêmement utilisés pour ce type de domaine. Donc c'est la société qui envoie les demandes de H1B. Alors voilà, d'une façon pratique, je vais en parler dans 5 minutes. Je veux simplement vous parler du visa E2, qui est un visa qui est très intéressant pour vous, parce que si vous êtes citoyen français et si vous travaillez pour une société française. Le visa E2 est un visa qui est fondé sur un traité commercial entre la France et les États-Unis. Il y a à peu près 30 pays qui ont ce même traité, la plupart des pays européens, qui stipule que si vous avez une société
américaine, pour laquelle les investisseurs sont les citoyens français, à au moins 50%. Vous pouvez, en tant qu'investisseur, si c'est votre propre société que vous créez, bénéficier du visa E2, donc visa d'investisseur, et vos employés peuvent également bénéficier du visa E2 pour peu qu'ils aient la même nationalité que vous, donc français. Il n'y a pas de condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe comme pour les visas L1. Mais il faut employer un certain nombre de salariés américains? Alors, la façon dont ça se passe d'une façon très pratique. Déjà, c'est un visa qui est fondé sur un échange commercial. Donc, les dossiers ne sont pas traités aux États-Unis, mais sont traités en France, à l'ambassade américaine de Paris. Tous les dossiers sont traités à Paris. Donc, vous avez deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, vous êtes investisseur, vous allez créer votre société. Vous allez investir un certain montant. Il n'y a pas de minimum, mais il n'y a pas de chiffre minimum, mais pour vous donner une idée, on commence à 100 000 $. C'est proportionnel à l'activité. Si vous avez monté une société de service, c'est pas la même chose que si vous montez une usine qui va produire des voitures, évidemment. Il y a une proportion à regarder. Et donc vous envoyez le dossier visa d'investisseur en ayant bien à l'esprit que la société doit déjà être constituée et l'investissement doit déjà avoir été, au moins, vous êtes déjà dans une phase de lancement de la société. Vous ne pouvez pas demander le visa et faire la société ensuite. Vous devez déjà être en phase de lancement, en train de faire l'investissement. Très important. La société constituée, avoir des locaux, idéalement avoir commencé à embaucher les Américains, etc. Et dans le dossier, vous devez prévoir le nombre de salariés américains que vous allez embaucher. On va vous faire confiance. Le visa est valable en général 5 ans. Et au bout de 5 ans, vous allez revenir en tant qu'investisseur. On va vous dire, bon, est-ce que vous avez vraiment embauché 5 Américains? Donc, il est relativement facile à obtenir au début, mais sachez que si vous voulez le renouveler, parce qu'il est renouvelable indéfiniment tant que la société existe. Ça, c'est important. Donc, c'est un visa qui est très pratique. De 5 ans à chaque fois? En général, c'est par tranche. Pour les Français, c'est par tranche de 5 ans. D'accord. Parce qu'il y a des variations sur la nationalité, mais pour vous, c'est 5 ans. Vous pouvez rester 30 ans sur le visa E2. D'accord. Et si ensuite on veut finir notre vie là-bas? Alors, soit vous renouvelez le visa E2, ou vous passez sous carte verte. Et on peut faire une demande de carte verte en justifiant? Vous pouvez faire une demande de carte verte. Ouais, Alors, enfin, voilà, la demande de carte verte, quand on est sous un visa investisseur, est peut-être plus rarement attribuée. elle est plus rarement attribuée. Alors, je vais vous expliquer, ça dépend. Bon, ça c'est les visas d'investisseur en tant qu'investisseur, si c'est vous qui investissez. Ensuite, vous avez le visa d'investisseur en tant qu'employé d'investisseur, où là vous êtes simplement employé, vous avez la même nationalité que l'investisseur, la nationalité française. Là, en tant qu'employé, vous pouvez faire une demande de carte verte. En tant qu'investisseur, vous avez une petite restriction parce qu'on va considérer que vous pouvez renouveler le visa d'investisseur autant que vous voulez. Donc vous aurez plus de mal à obtenir une carte verte sur la base de votre visa d'investisseur en tant qu'investisseur. Parce que n'oubliez pas que techniquement, c'est toujours l'employeur qui fait la demande. Et si vous êtes votre propre employeur qui fait une demande de carte verte pour vous en tant que bénéficiaire, mais c'est vous qui êtes le employeur, là ça ne marche pas. C'est pour ça qu'avec un visa E2 en tant qu'investisseur, il y a un problème. Ce qu'on peut faire. Il y a plusieurs autres façons d'obtenir la carte verte. Vous pouvez obtenir une carte verte par le mariage. C'est déjà fait, Voilà. Mais non, mais c'est un point qui est délicat, puisque vous n'avez pas la possibilité de difficilement de convertir un visa d'investisseur en tant qu'investisseur en une carte verte. C'est très difficile. Donc il faut changer de système, ou il faut vous faire embaucher, parce que justement, il n'y a pas ce lien entre les employés. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit quand vous venez aux États-Unis. Le problème, c'est que souvent, vous ne décidez pas. Donc si vous venez créer votre propre entreprise, vous avez ce visa E2, et ils considèrent que comme vous pouvez rester sous visa E2 sans limitation de durée, bon, bah, il est difficile d'obtenir une carte verte qui doit être sponsorisée par un employeur. Mais il faut qu'il y ait un lien hiérarchique employeur-employé, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un petit peu ça où ça coince. Allez-y. Et lorsque bon, les enfants de moins de 21 ans, ça pose pas de problème, mais quand ils arrivent après, à plus de 21 ans, que vous êtes encore sur le sol américain avec un visa investisseur E2, que se passe-t-il pour eux? Alors, les enfants, donc pour parler des conjoints, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les visas E2 et L1, les conjoints peuvent évidemment bénéficier d'un visa de conjoint et peuvent travailler. Demander une autorisation de travail qui est valable, qui se tient en 90 jours et qui est valable la durée du visa renouvelable par tranche de 2 ans. Ça, c'est valable pour les conjoints de visa L et E. Les conjoints de visa H ont un visa H4, mais ils n'ont pas le droit de travailler avec ce visa H4.
les enfants peuvent avoir un visa d'enfant jusqu'à ce qu'ils aient 21 ans. À partir de 21 ans, ils doivent avoir leur propre statut. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que s'ils restent aux États-Unis, ils sont étudiants, donc ils bénéficient du visa d'étudiant, qui leur donne droit ensuite à 1 an d'autorisation de travail, et ensuite ils demandent un visa de travail, et leur employeur demande un visa de travail. Donc c'est ce qui se passe de façon pratique. Et ensuite, l'étudiant fait son chemin et il est plus dépendant des parents pour les visas. La façon dont ça se passe d'une façon pratique, c'est que l'employeur, pour répondre à votre question tout à l'heure, fait toutes les démarches. Vous recevez une promesse d'embauche, l'employeur va demander le visa s'il y en a un disponible. Donc, si c'est une filiale, c'est très simple, c'est un visa L. Si c'est une société d'origine française, c'est un visa E. Sinon, si c'est une société américaine, il reste le visa H, s'il en reste. Donc, il faut faire la demande au bon moment. Il y a une question de timing qui est très importante. Parce que si vous faites la demande au mois de juillet, il n'y aura probablement plus de visa H1B, on va vous dire oui, très bien, octobre 2014. L'employeur américain ne va pas attendre sur octobre 2014 pour vous embaucher. Donc il y a une restriction sur le marché du travail. Donc, il y a d'autres visas, mais enfin, ce que vous pouvez faire également, c'est demander un visa de stagiaire, si vous avez moins de 35 ans, qui va là jusqu'à 18 mois, et ensuite transférer. Mais sachez que les visas H1B, si vous voulez travailler pour des employeurs américains, tout doit être... Il y a un rétro-planning à faire qui est important pour pouvoir assurer d'être dans les quotas. Donc là, alors, par exemple, aujourd'hui, on est le 19 mars. Bon, c'est un peu tard. Bon, parce que si les dossiers sont envoyés dans 10 jours, si les quotas sont atteints le 5 avril, prochaine échéance, octobre 2014. On est sur des statuts de travail à temps plein, on peut être sur des statuts de travail à temps partiel. Oui, vous avez le choix. Si dans la demande de visa, vous mettez full-time, vous mettez part-time. Et si on est part-time, comment ça se passe pour le reste du temps qu'on veut occuper? Alors, vous pouvez, et c'est là où vous pouvez avoir, pour le H1B, le visa H1B, vous pouvez avoir plusieurs visas H1B en même temps, pour plusieurs employeurs différents. Voilà. On peut avoir un statut de consultant. Alors, vous pouvez avoir un statut de consultant. Vous n'avez pas de statut de consultant aux États-Unis, sauf si vous avez un visa E2 et vous avez votre propre entreprise. Si vous voulez monter votre entreprise de consulting, la solution la plus simple, c'est de monter sa société, de demander un visa d'investisseur et ensuite vous travaillez avec ce visa d'investisseur pour votre société qui est la vôtre. Sachant que c'est plus loin, que c'est plus cher. Voilà, et vous n'avez pas de statut de freelance. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de gens vont vous dire « Oui, mais c'est pas grave, je travaille, je ne suis pas payé ». Ce qui compte, c'est de travailler. Si vous travaillez payé ou pas payé, sans visa, c'est illégal. Donc c'est l'employeur qui a une amende, et c'est vous qui allez probablement être sous le coup d'une interdiction de séjour. Si vous êtes illégal aux États-Unis pour plus de 6 mois, vous avez automatiquement une interdiction de séjour de 3 ans. Pour plus d'un an, une interdiction de séjour automatique de 10 ans. Et non révocable. Très difficile de la révoquer, sauf si par exemple vous mariez un citoyen américain, là les choses changent. Mais ça va très vite. Et les gens, souvent, ne se rendent pas compte. Ils sont dans une situation d'illégalité. Et évidemment, on va pas venir vous chercher chez vous. Mais vous partez et vous ne pouvez plus revenir. Et là, vous êtes sous le coup de 10 ans d'interdiction de séjour. Donc il faut faire très attention. Par rapport à ce problème de quota de visa H1B, on peut se trouver loqué sur un contrat à temps partiel et pas avoir la possibilité d'avoir un deuxième H1B pour la deuxième partie. Comment ça se passe à ce niveau-là, puisqu'il y a un quota? Vous devez avoir 2 visas. C'est-à-dire que vous prenez 2 places en quota. Oui, ça veut dire que... C'est-à-dire que les 2 employeurs doivent faire 2 demandes séparées. Voilà, il y a un problème de timing. Il y a un problème de timing, il faut qu'elles soient faites en même temps, clairement. Ça dépend où on en est dans les quotas, mais ça, on n'a aucune maîtrise. Donc la règle du jeu, c'est de les demander le plus tôt possible. Pour le E2, Oui. si la société est détenue par un des conjoints et que la société emploie l'autre conjoint, est-ce que le conjoint employé peut demander sa carte verte et est-ce que ça pose problème ou pas? Si le conjoint employé n'a pas de part dans la société, vous pouvez effectivement, le conjoint peut effectivement demander une carte verte sur cette place-là, sachant qu'il va y avoir un contrôle de vérification. Pour vérifier que l'employeur, il y a bien un contrôle. Donc souvent, il faut faire attention à ça. Parce que pour vous parler de carte verte... Il y a un contrôle sur la hiérarchie, il y a un contrôle. sur le lien hiérarchique.
il y a un contrôle hiérarchique, et le contrôle n'est pas fait au niveau de l'immigration, il est fait au niveau du département du travail, qui est une autre, deux agences séparées. Parce que, bon, là, c'était pas le sujet, j'ai fait que les visas de travail temporaire, mais la carte verte, j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous fascine, on va en parler un petit peu. Bon, trois façons, loterie, famille, emploi. Bon, loterie, famille, c'est assez clair. Pour votre employeur vous sponsorise pour la carte verte, vous avez 3 niveaux possibles. EB1, EB2 et EB3. EB pour Employment Base. EB1, c'est pour tous les employés exceptionnels, qui ont des talents exceptionnels. Donc si vous êtes scientifique, si vous êtes chercheur, si vous êtes star de cinéma, etc. Bon, là il faut le prouver. Là vous obtenez la carte verte assez facilement, sachant que les critères de talent exceptionnel ou extraordinaire dans le milieu artistique, scientifique, sont très difficiles à atteindre. C'est également, et c'est là où il y a peut-être un petit intérêt à demander un visa L1 ou un visa de transfert intra-groupe. Si vous avez travaillé pour une société en tant que manager à l'étranger, c'est du même groupe qui vous envoie ensuite aux États-Unis pour faire un poste similaire de manager, typiquement avec un visa L1. L1 manager. Vous pouvez au bout d'un an, votre employeur peut au bout d'un an, demander une carte verte directement si vous avez été manager pendant un an à l'étranger et ensuite pendant un an aux États-Unis. C'est la seule voie rapide pour obtenir la carte verte, parce que la voie, donc ça je suis toujours sur la première catégorie. Catégorie EB2 et EB3 sont des catégories qui correspondent au poste, à la description de poste. EB2, c'est un poste qui requiert au moins l'équivalent d'un master ou 4 ans d'études supérieures plus 5 ans d'expérience. EB3, c'est juste l'équivalent d'un bachelor, donc 4 années d'études. Pour ces deux catégories, avant de pouvoir demander la carte verte, votre employeur va devoir faire une recherche, un recrutement sur le marché du travail. C'est là où il y a les fameuses petites annonces qui sont diffusées, qui vont notamment offrir votre poste au grand public. Vous avez un processus de recrutement comme si vous allez recruter, comme si l'entreprise va recruter quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce que le poste ne peut pas être juste pour vous, pour que vous soyez le seul qui remplit les critères. Il faut qu'il y ait une certaine objectivité. Le recrutement se fait de façon contrôlée, ça doit être dans certains journaux, pendant un certain temps, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui se passe, c'est que la société va recevoir des candidatures, des CV, etc. qu'elle devra analyser, elle devra, pour ceux qui correspondent aux critères, les recruter, les recevoir en entretien, etc. S'il y a un candidat qui correspond au poste, américain ou président permanent, la société n'est pas obligée de l'embaucher, mais le processus pour la carte verte s'arrête là. C'est fini, le recrutement a été fructueux, donc le marché du travail a prouvé qu'il y avait des citoyens américains résidents permanents qui pouvaient occuper le poste, donc on ne peut pas faire de carte verte pour vous. On peut faire une carte verte que si le recrutement s'avère infructueux. À ce moment-là, on fait une demande de certification de ce recrutement infructueux par le département du travail, qui vérifie. S'il y a un audit, il va pouvoir voir les CV, les rapports d'entretien, etc. Et une fois que cette certification est acquise, on peut commencer la procédure de carte verte avec l'immigration. Soit pour un poste, donc numéro 2, master ou bachelor plus 5 ans, soit pour bachelor seul. Là encore, il y a des quotas. Pour le poste bachelor plus 5 ans ou master, les quotas ne sont pas atteints. Donc vous pouvez commencer le processus et aller jusqu'au bout immédiatement. Pour la catégorie EB3, aujourd'hui, ils sont en train de traiter les dossiers qui ont été reçus en 2007. Donc il y a 6 ans, 6-7 ans d'attente. Sachant que vous pouvez prolonger votre statut, parce que dans la plupart des cas, vous travaillez pour la société qui vous embauche avec un visa temporaire, type H1B, etc. Vous pouvez prolonger le H1B au-delà des 6 années si vous êtes en processus d'obtention de carte verte. Mais, si vous quittez votre employeur, il ne va pas conserver le processus. Voilà. Donc, vous devez tout recommencer de zéro. Donc ça veut dire, si vous êtes en catégorie 2, ça peut aller relativement vite, on parle d'un an et demi à 2 ans, processus complet. Mais si vous êtes en catégorie 3, vous pouvez renouveler votre H1B par tranche d'1 an puis 3 ans pendant le processus, en attendant que votre quota,
votre numéro, parce que vous avez une espèce de liste d'attente, arrive. Mais si vous quittez, évidemment, l'employeur ne va pas conserver un processus de carte verte s'il ne travaille plus pour la société. Donc il va l'annuler et il faudra tout recommencer avec l'employeur suivant. Si vous êtes toujours éligible pour un visa, parce qu'en général, vous êtes éligible pour plus de 6 ans, donc vous ne pouvez plus faire de H1B parce qu'il faut remettre les compteurs à zéro, il faut attendre d'être à nouveau dans les quotas au bon moment, etc. etc. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, mais on y arrive toujours si on suit une certaine logique et un certain processus. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est un peu le principe, c'est que vous n'avez pas la maîtrise du sujet, puisque c'est l'employeur qui fait tout. Et dans les petites sociétés, en général, l'employeur va vous associer au processus parce que c'est plutôt pour vous qu'il le fait. Dans les grosses sociétés, vous parlez aux ressources humaines, vous ne parlez même pas à l'avocat d'immigration, parce que l'avocat représente la société, il ne vous représente pas vous en tant qu'employé. Donc c'est bien important à comprendre. Et si la société, si vous êtes licencié et que vous avez un visa, vous êtes immédiatement hors statut, à moins d'avoir fait le transfert avant et de vous êtes organisé. Donc ce qui se passe de façon pratique, et je vais en rester là, mais c'est important, vous êtes aux États-Unis, vous avez un visa H1B, L1, etc., en tant qu'employé, pas en tant qu'investisseur propre. Vous êtes licencié. L'employeur va annuler le visa. Vous avez fait une immigration depuis telle date, cette personne ne travaille plus pour moi, merci d'annuler le visa. À partir de ce moment-là, vous êtes hors statut. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez rentrer chez vous, tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire en pratique? Vous allez venir voir un avocat d'immigration, vous dire moi je ne veux pas rentrer, je vais essayer de chercher du travail, etc., etc. Vous avez deux solutions. Soit on fait une demande de changement de statut, comme je vous l'ai expliqué au début, non pas de touriste vers travail temporaire, mais dans l'autre sens. Bon, là encore une fois, avec le disclaimer que vous ne pouvez pas chercher de travail en statut de touriste. Il n'y a pas de visa qui autorise à chercher du travail, ça existe pas. Non. Le seul visa que vous pouvez obtenir, c'est que vous pouvez être, et c'est le visa d'affaires, donc B1, B2, c'est que vous pouvez être investisseur potentiel et vous venez aux États-Unis faire de la prospection en vue de réaliser votre investissement. Ce qu'il n'y a pas non plus aux États-Unis, et ça c'est quelque chose qui manque dans le panel des visas, c'est que vous n'avez pas de visa de résident inactif qui n'a pas besoin de travailler. Donc si vous êtes jeune retraité, pas jeune d'ailleurs, mais pas besoin de travailler, mais que vous avez vos propres ressources financières, vous pouvez simplement habiter aux États-Unis de façon permanente, vous ne pouvez pas. Ou alors vous faites un visa de touriste longue durée de 6 mois, que vous renouvelez tous les 6 mois, etc. En repassant chaque fois. Voilà, mais techniquement, il n'y a pas de visa pour inactifs. Je voulais revenir. Qui existe dans beaucoup de pays, dans la France. Oui. Je souhaiterais revenir sur les visas H1B et E2. Oui. Vous parliez de diplôme, d'études supérieures, concernant des études d'ingénieur. Oui. Est-ce qu'on doit passer des équivalences? Oui, alors ce qui se passe, bon, ça c'est un peu rentré dans les détails, mais on demande vos diplômes, on les fait évaluer par un évaluateur officiel qui va vous dire, voilà, les diplômes d'ingénieur français équivaut à 4 années d'études d'un Bachelor of Engineering aux États-Unis, et avec cet équivalent, c'est quelque chose que vous invitez au dossier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas 4 années d'études supérieures, vous avez la possibilité, si vous êtes dans le même domaine, de compenser une année d'études par 3 années d'expérience professionnelle. Donc si vous n'avez pas de bachelor dans n'importe quel domaine, mais que vous avez 12 ans d'expérience, 4 x 3, vous pouvez obtenir un visa H1B. En tout cas, l'équivalence d'un bachelor qui vous permettra d'obtenir un visa H1B, dans le même domaine. Oui. Concernant le visa E2, toujours, Oui. Y a-t-il une possibilité que l'investisseur soit une personne morale? Oui. C'est-à-dire qu'ils vont remonter jusqu'au sommet de la chaîne. Typiquement, vous avez une société américaine qui est détenue par une société française, qui est détenue par une société suisse, qui est détenue par une holding. Ils vont regarder au bout pour voir qu'il y a au moins 50% des détenteurs finaux qui sont citoyens français non résidents américains. D'accord. Donc c'est ce qu'on fait en fait. On remonte jusqu'au bout pour trouver les personnes physiques pour avoir ce critère de nationalité. Et oui, c'est possible, et ça se fait très couramment. Ça pose jamais aucun problème. Dans les gros groupes, en général, c'est jamais des personnes physiques, on remonte toujours au dernier niveau. Mais alors, c'est très difficile pour des grands groupes qui sont par exemple cotés en bourse, c'est très difficile
Parce qu'il y a toute une flottabilité. Il y a une grande banque française qui a perdu son statut de E2 il y a quelques années parce que justement on ne pouvait plus certifier que au moins 50% des actionnaires. Oui. Rapidement, une personne a un visa de travail, est-ce qu'elle a le droit d'arriver plus tôt aux États-Unis pour s'installer, voyager ou autre? 10 jours avant. 10 jours avant? Donc, 10 jours avant. Mais vous pouvez venir en touriste avant. Vous pouvez venir en touriste en disant, typiquement, pour un exemple très pratique, vous demandez un visa H1B. Le visa H1B sera valable qu'au 1er octobre. Donc, vous pouvez venir à partir du 21 septembre. D'accord. Mais bon, vous n'allez pas chercher un appartement le 21 septembre. Donc vous pouvez venir avant et vous dites, voilà, je vais avoir un visa H1B, voilà la preuve. Je viens simplement chercher un appartement et après je repars. Il faut leur dire que vous repartez. Là, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas rester aux États-Unis parce que vous ne serez pas rentré sous le statut H1B, parce qu'elle va rentrer avec un statut autre, parce que le H1B n'est pas encore, sera pas encore valable. Donc les 10 jours avant, c'est sous le visa H1B ou est-ce qu'il faut les stars en parallèle? Non, les 10 jours avant, c'est déjà avec le visa H1B. Et vous n'avez plus besoin d'ESTA. L'ESTA, c'est pour tous les gens qui n'ont pas de visa. Si vous rentrez avec un visa, quel que soit le visa, vous n'avez plus besoin d'ESTA. Quand vous dites repartir, le Canada, c'est sortir du pays Oui, et revenir? mais il faut que vous ayez un visa dans votre passeport. Bien. Il faut déjà que vous ayez le visa. Ouais. Mais vous pouvez aller au Canada faire un retour, oui, tout à fait. Le visa L1 en dehors du critère d'un an d'ancienneté, est-ce qu'il y a d'autres critères tels que quota ou... Non, le seul visa où il y a un quota, c'est les H1B. Le L1 et les E2, il n'y a pas de quota. Donc c'est en dehors de l'ancienneté, il n'y a aucune restriction. Bah, il faut que, si, il y a deux restrictions, c'est qu'il faut que le poste soit un poste managérial pour les L1 et spécialiste pour les L1B. D'accord. Et il est limité dans le temps, mais il n'y a pas de... le seul où il y a un quota qui vous permet en fait de travailler, parce que si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les visas L1 et E2, la plupart du temps, sont des sociétés d'origine étrangère, par définition. Les H1B, non. Et on peut rentrer en visa B1 et le transformer en E2? Oui. Mais sachez qu'il faut bien faire attention. Vous pouvez rentrer et transformer en B1 et transformer en E2. Mais quand vous ressortirez, il faudra passer par l'ambassade ou le consulat pour aller chercher un visa E2, parce que ça, c'est le statut, c'est aux États-Unis. Mais quand vous sortez, il faut que vous ayez un visa qui correspond à votre statut. Donc à l'entrée, on vous dise, voilà, vous rentrez en E2. D'accord. Et après, le renouvellement du visa E2 se fait de façon assez facile? Bah, si l'entreprise est active, des salariés et fait du revenu, oui. Oui, il n'y a pas de problème en général. En général, il n'y a pas de problème. Mais bon, sachez, ils ne vont pas vous dire, parce que au dossier de initial, vous soumettez un business plan sur 5 ans. En général, bon, ils ne vont pas vous dire, vous n'avez pas réalisé le chiffre, vous aviez prévu, etc. Parce qu'il y a évidemment, il y a les circonstances, il y a la conjoncture économique, il y a plein de choses qui... Donc ils sont relativement... mais ils veulent voir que vous ayez embauché les Américains. Ça, c'est, surtout à Paris, c'est un critère essentiel. Et souvent, des gens sont fait refuser des renouvellements de visa E2 parce qu'ils n'ont pas embauché les Américains. D'accord, il n'y a pas un nombre minimum, mais il faut embaucher les Américains. Il faut embaucher les Américains. Le nombre, il n'y a pas de nombre minimum, mais c'est proportionnel à la société. Enfin, si vous, encore une fois, si vous montez une usine, vous allez embaucher les Américains par définition. Si vous avez une unité de production, vous allez embaucher les Américains. Donc il n'y a pas de nombre minimum. Non. Oui. Est-ce qu'il y a des facilités quand on a passé un diplôme dans une école américaine ou rien? Oui, oui. Vous avez un sous-quota qui est... En fait, vous avez un quota supplémentaire de 20 000 visas. Là, on parle uniquement des H1B. Parce que c'est les seuls qui sont soumis à des quotas. Vous avez un quota supplémentaire de 20 000 visas qui sont réservés aux détenteurs de master, pas bachelor, master d'université américaine. Donc, c'est quand même assez restrictif. Donc, il faut avoir, mais vous pouvez avoir fait votre bachelor ailleurs et juste faire une année de master aux États-Unis et obtenir un master's degree. Et là, vous avez 20 000. En fait, ce qui se passe d'une façon très pratique, c'est que si les 20 000 visas du quota master sont atteints, vous repartez dans le quota principal, si lui-même n'est pas atteint. Donc, ça vous donne un petit avantage. Quand il y a eu les années où il y a eu 2 ou 3 fois plus de demandes de visas que de visas disponibles, pour les 65 000 du quota principal, si vous aviez un master, vous aviez une chance supplémentaire d'obtenir. Et vous aviez dit aussi que c'était possible entre les rapprochements entre les frères et sœurs s'ils possèdent la nationalité. Est-ce que c'est... Oui, il y a des quotas. Est-ce que c'est très exceptionnel? Non, si votre frère a la nationalité, vous pouvez l'obtenir, mais sachez que vous avez à peu près 10 à 12 ans d'attente.
Les seuls où il n'y a pas de quota, c'est si votre conjoint est américain. Ouais. Ou si votre enfant est américain. Ce qu'il faut savoir aussi, bon, si votre enfant est américain, il peut vous sponsoriser en tant que parent pour une carte verte si l'enfant a au moins 21 ans. Quand l'enfant est adulte. Oui, c'est fini. J'ai terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?